Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, 9h33, avec nos invités ce matin. Denis Oliven, qui est président du conseil de surveillance du CMI France et auteur du livre Ce matin, on en parle, Délicieux malheur français aux éditions Albin Michel, et Fawzi Lelouch, gilet jaune de première heure et dirigeant associatif dans un quartier prioritaire à Sevran. Vous nous appelez 0826 300 300 et on parle de cette question ce matin. Oui. Les Français ont-ils raison de se plaindre? Oui, avec toujours 73% et de plus en plus en fait de réactions, comme par exemple de Moulin qui dit allez dire aux Français qui sont riches n'importe quoi, de plus en plus de travail précaire, on parle de plus en plus de taxes pour moins de services, des zones de non-droit qui augmentent, donc voilà, tout est difficile. C'est ce que vous dites avant d'aller au standard, parce qu'il y a beaucoup d'appels, Denis Oliven, vous dites qu'il y a aujourd'hui en fait 3 France. Trois France qui ont du mal du coup à se parler, quoi. Je dis pas que les Français sont riches, je dis que la France est riche. Oui, la France est riche, non, bien sûr. Et puis il y a une population riche quand même. Et en effet, on voit bien que notre modèle auquel nous sommes très attachés, que nous adorons, qu'on ne veut pas réformer, est quand même à quelque chose qui ne va pas. 2 exemples, et puis je vais répondre à votre question sur les 3 France. Vous savez combien de temps il faut en France pour passer des couches les plus pauvres aux classes moyennes? Il faut 6 générations, 150 ans. C'est pas un ascenseur social qu'on a, c'est un interminable escalier en colimaçon. Et quand vous êtes dans qu'il y a eu un grand espoir dans les années 70. Voilà. Et quand vous êtes dans ces classes moyennes, je réponds à votre question, quand vous êtes dans ces classes moyennes, est-ce que vous êtes heureux? On prétendait qu'on allait consacrer les classes moyennes, en fait on les a massacrées, parce que, en gros, les riches, ils ont les revenus de leur patrimoine, parce que les marchés financiers ont explosé, parce que l'immobilier se porte très bien. Les plus démunis en France, et c'est très bien comme ça, ont bénéficié de l'augmentation continue de la protection sociale. Et entre les deux, les classes moyennes, c'est pas des riches. Les classes moyennes, ça commence très tôt. Ces classes moyennes, elles payent des impôts, elles reçoivent peu de prestations, elles ont un patrimoine qui est petit. Et donc, c'est le grand déclassement des Français moyens. Et quand je parlais des 3 France, c'est ça. On dit en général, il y a 2 France, il y a les pauvres et les riches. Non, il y a 3 France. Il y a les riches, les ménages aisés, qui ont les revenus de leur patrimoine. Il y a les ménages les plus défavorisés qui, fort heureusement, bénéficient de la protection sociale, des systèmes d'assurance sociale. Et entre les deux, il y a les classes moyennes. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Et c'est eux qui ont fait leur mai 68 à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Oui, Fawzi Lelouch, vous reconnaissez effectivement dans ce descriptif, ce portrait en fait de la France? Oui, effectivement, juste appuyer sur le fait que vous parliez effectivement de possibilités de pouvoir accéder à l'immobilier ou à des biens. Oui. Et effectivement, quand on voit le prix d'un loyer pour les gens qui n'ont pas pu justement acquérir ce bien, puis tous ceux qui l'ont et qui ont du mal à le préserver, et bien souvent, c'est ce qui les fait avancer, sur lequel ils ne peuvent pas trop se plaindre parce qu'ils n'ont pas le choix d'accepter les conditions de vie, de travail et les sacrifices qu'il y a derrière pour pouvoir les payer. Quand on voit aussi la taxe foncière qui vient d'augmenter sous prétexte que c'est livré un peu aux communes. Il y a une prévision par rapport à la taxe d'habitation qui va partir. Mais on peut voir aujourd'hui le coût d'un loyer, c'est à peu près 60 à 70% d'un revenu d'un ménage ou d'une personne qui travaille. Et même l'accessibilité est très difficile. Oui. On va au standard. Avec une réaction de Lionel qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, allô. Oui, on vous entend. Quel est votre sentiment? Les Français ont-ils raison de se plaindre alors? Complètement. Ouais. Complètement. Moi, je suis un râleur parce que je suis français. Et je suis français. C'est plus. Voilà, c'est qu'on a la réputation de râler et c'est bien parce que ça fait des fois avancer les choses. Ça fait débat. Sinon, c'est insupportable, quoi. Mais bon, avec tout ce qui se passe, on a beau râler, il se passe pas grand-chose non plus. Donc, autant continuer. Non, mais je pense que les gens ont le droit de râler parce qu'il y a trop de choses qui vont pas, il y a trop de différences dans tous les domaines, que ce soit la médecine. Bon, il y a plus d'argent dans le public, il y en a énormément dans le privé. Nos petits vieux, on peut pas les garder dans les MAPAT parce que il y a pas de personnel, etc. C'est fou, quoi. Il y a tout qui va mal, je pense. Il y a tout qui va mal. Les riches vont bien. Oui, les très riches, quoi. Oui. Les très riches, quoi. C'est ça, notamment, quoi. Hein?
C'est ça, c'est un ras-le-bol sur plein de choses, Oui. Il y a trop de choses qui vont pas. Et pourtant, Lionel, c'est ce qui est dit aussi dans ce livre. Quand on compare avec les autres pays, on se dit que globalement, la France est plutôt riche quand même, que on a de la redistribution en fait sociale quand on est dans la difficulté. Et malgré ça, vous voyez en fait le mauvais côté des choses. Pourquoi, Lionel ? Je provoque un peu dans ma question en disant ça. Ah moi je dirais simplement que moi je suis agacé par le fait qu'à chaque fois que il y a quelque chose qui est difficile en France, on dise ailleurs c'est plus dur. Ouais. Peut-être que c'est plus dur. Ça, je veux bien convenir, il y a des pays où ça doit être terrible d'y vivre et je suis content de ne pas y vivre. Mais moi j'habite en France, je suis né en France, je suis français. On a toute notre vie, nos anciens, ils ont installé des choses pour que les gens vivent bien en France. Et maintenant, on nous dit c'est pas bien, pas bien, on a trop de privilèges. Non, on a les privilèges qu'on a su mettre en place. Et ça a valu quand même qu'on est un pays, malgré tout, sa toute petite taille a une énorme importance mondiale. Pourquoi ? Ça c'est vrai. Parce que justement, on a réussi à prendre les richesses un peu de partout, quoi. Que ce soit le mélange culturel qui nous a apporté beaucoup. Il y a plein de choses qui sont formidables en France. Il faut qu'on arrête de détruire tout ça. Il ne faut pas nous enlever nos acquis, parce que à force de travailler pour rien bouffer, on va se révolter. Oui, c'est vrai. Merci Lionel de votre appel donc à Bayonne. D'autres auditeurs en ligne. Réponse en fait à Denis Oliven, c'est sentiment justement d'une forme de déclassement, quoi, en quelque sorte, par rapport à une France qui promettait beaucoup il y a 30 ans. Oui, mais je pense que Lionel est très drôle dans la façon qu'il exprime. Mais je crois pas qu'on râle parce qu'on est râleur. Déjà un petit peu, on est râleur par ailleurs, mais au fond, il y a 30 ans, on râlait pas. Et donc, on râle maintenant parce que le modèle qui a peut-être été efficace à une certaine époque ne l'est plus. Et il ne s'agit pas de renier les acquis. Il s'agit simplement d'utiliser mieux cet argent. Je pense que le sujet principal, c'est qu'on a réussi à inventer un truc unique dans le monde. On va déposer le brevet. L'égalité injuste. On dépense beaucoup d'argent, mais tout le monde se sent moins bien traité que son voisin. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas simplement le pays des 300 fromages, on est le pays des 40 régimes d'assurance retraite, on est le pays des 400 systèmes d'assurance maladie, on est le pays des 500 niches fiscales. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans un bistrot, 2 personnes sont assises l'une en face de l'autre, elles peuvent avoir le même revenu, à peu près la même carrière, mais pour tout un tas de raisons, elles vont pas payer les mêmes impôts, elles vont pas payer les mêmes cotisations, elles vont pas recevoir les mêmes remboursements d'assurance maladie, elles vont pas avoir les mêmes pensions de retraite. Vous allez à quelques milliers de kilomètres de nous, pas plus loin que de Paris à Nice, dans les pays scandinaves, ils dépensent autant d'argent que nous, mais ils sont beaucoup plus heureux que nous, parce qu'ils ont un seul système de retraite, un seul système d'assurance maladie, il n'y a pas de niche fiscale. Et donc, ce sont des pays dans lesquels il y a à la fois l'égalité et la justice. Et c'est ça, si on veut sortir du problème français, il ne s'agit pas de réduire les avantages sociaux, il ne s'agit pas de dépenser moins, il s'agit simplement de redistribuer de manière plus juste. Et tant qu'on n'a pas... C'est ça que j'essaye d'explorer dans le livre, de donner les clés pour... Et c'est nous, les citoyens, qui devons faire ça. C'est nous qui devons comprendre notre problème, parce que finalement, les hommes politiques font ce qu'on leur demande. Et donc, il faut qu'on fasse le bon diagnostic si on veut guérir notre maladie. Pas vraiment. Ils font pas vraiment ce qu'on leur demande. Je pense qu'ils font un petit peu ce qu'eux, ils ont envie, et on ne sait pas toujours les décisions qu'ils prennent s'ils sont en rapport des besoins. On a pu voir aussi... que c'est vrai, les gens parlent, c'est naturel que de râler pour les Français, mais on n'a pas fait que râler, parce qu'à force de râler derrière la télé tous les jours dans son travail, dans sa vie habituellement, on en a eu ras-le-bol, on est descendu dans la rue, juste pour dénoncer toutes ces inégalités sociales. Et cette répartition, on sait que c'est un pays qui est très riche, la France. Il est pas pauvre, il fait partie maintenant, je crois, des 5 plus grands pays. Voilà. On reste en fait 6e, je crois. Ouais, 5e, 6e. De toutes les façons, il y a des grandes richesses. Le vrai problème, c'est la répartition. On ne sait pas où va l'argent, comment elle est répartie et comment elle est appropriée dans certaines catégories. Et des fois, plutôt, on trouve vraiment que c'est pas légitime là où elle va et on n'a pas de retour. Et
Par contre, on voit aussi le gaspillage qu'il peut y avoir en rapport de ce que peuvent avoir les gouvernants. On voit des aberrations. On voit, par exemple, quand on voit que la femme de Emmanuel Macron, par exemple, a une enveloppe d'à peu près entre 400 et 500 000 euros. Personne ne l'a élue, cette femme, pour qu'elle soit... Bon, après, on comprend qu'elle peut représenter la France. Quoi, aussi, on fait ça avec tout le monde dans ce cas-là. On représente tous la France. On n'est pas tous présidents de la République. Il y a deux poids, deux mesures. 500 000 euros et puis une personne lambda, je veux dire, à un moment donné, je pense que son mari, il a été élu, effectivement. On sait très bien qu'il est marié, mais bon... C'est pas pour attaquer spécialement. Non, mais je comprends ce que vous dites. Il y a de vraies inégalités sociales et fiscales. Parce qu'on parle pouvoir d'achat, de travail, de retraite, mais il y a une étude qui vient de sortir qui, 7 Français sur 10 estiment aussi ne pas être égaux face à la maladie, puisque vous parliez d'assurance maladie aujourd'hui. Et pour les Français, le cancer est une maladie des inégalités, justement. Alors, on sait qu'il y a des inégalités sociales devant la maladie et devant la mort même, puisque selon les métiers qu'on a fait, on a une espérance de vie plus ou moins longue. C'est vrai qu'un ouvrier a une espérance de vie bien moindre qu'un cadre moyen, par exemple. Bon. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que on a tellement de mécanismes entre les régimes de base, les régimes complémentaires, les mutuelles. On a tellement de régimes d'assurance maladie que dans ce grand pays, paradis de l'égalité, on n'est pas assuré de la même manière. C'est quand même incroyable. Enfin, vous diriez ça à des Suédois ou à des Danois, ils ne pourraient pas comprendre que deux personnes habitant le même pays ne cotisent différemment et soient remboursées différemment. C'est là et ça, c'est vraiment le fruit du choix qu'on a fait en 1945, qui n'était pas très grave quand il y avait beaucoup de croissance, parce qu'on était tous arrosés. Mais maintenant qu'il n'y a plus de croissance, on voit le problème. Le problème, c'est qu'on a un système de protection sociale et on a un système fiscal qui, au lieu de réunifier les Français, les divise. Et c'est ça qu'il faut changer. Et tant qu'on ne changera pas ça, on sera confronté à cette situation d'être l'un des pays les plus riches du monde, d'être l'un des pays dans lequel, le sait-on, on a un taux de pauvreté parmi les plus faibles des pays d'Europe. On a un écart entre les riches et les pauvres, quand on le regarde statistiquement, qui est parmi les plus faibles des pays développés. Et pourtant, à juste raison, de manière fondée, on se sent maltraité, ou en tout cas traité de manière inéquitable. Il faut qu'on arrive à créer de l'équité. Il n'y a pas que pour les cancers, on peut voir, ne serait-ce que simplement pour la vue, pour les dents, les soins, l'accès aux soins. Une mutuelle, une assurance, c'est énorme pour des personnes qui ont des revenus très bas. Et ça vous compliqué un petit peu. Et selon que vous êtes dans une petite entreprise ou dans une grosse, selon que vous êtes dans tel secteur ou dans tel autre, vous allez être plus ou moins bien remboursé. Je ne parle pas de ceux qui doivent payer eux-mêmes leur mutuelle, parce que là, c'est épouvantablement cher. Et là, dans le revenu, effectivement, et les dépenses incompressibles des ménages, c'est ce que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre. Ça a beaucoup changé et tout. Et il y a toutes ces dépenses qui sont fortes en fait aujourd'hui, du loyer qui est de plus en plus élevé à l'ensemble. On a vu, je décris ça dans le livre, on a vu à l'occasion de la crise des Gilets jaunes que les petites classes moyennes, parce que les classes moyennes, ça commence à l'ouvrier. Oui, bien sûr. C'est pas les petites classes moyennes, entre guillemets, leur budget, il est extrêmement compressé par leur loyer, vous l'avez dit, par leur voiture, parce qu'ils doivent aller travailler. Bien sûr. Et donc, une fois qu'ils ont fait tout ça, les dépenses incompressibles, il reste pas grand-chose. Non, pas grand-chose pour vivre. Mais aujourd'hui, il y a même plus de différence entre les classes moyennes et ceux qui n'ont pas de revenus ou qui ont des difficultés. Ça. On va poursuivre dans un instant. On a Marc déjà en ligne. Marc est avec nous. Vous bougez pas. Oui, vous bougez pas, Marc. On revient dans un instant. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300 9h47. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h50 et on continue ce grand débat ce matin avec Denis Oliven, le délicieux malheur français aux éditions Albin Michel et Fawzi Lelouch, gilet jaune de première heure, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Et vous nous appelez 0826 300 300 et on a Marc justement qui est avec nous. Oui, de Valence, oui. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Pour nous parler des retraites, et là c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que évidemment vous avez cotisé pendant un bout de temps, vous avez gagné je crois 2-3 000 euros par mois, et aujourd'hui vous vous retrouvez avec une petite retraite, et là vous avez du mal, quoi. En fait, c'est ça. Alors. Oui, du mal, c'est un état de fait. Je vais pas, comme on pourrait le penser aussi facilement, aller discuter le bout de gras avec l'organisme de retraite pour en avoir pour 3 ans, pour au final récupérer 40 ou
et dans le meilleur des cas 50 € par mois. Donc, et je crois que globalement le système compte là-dessus. De toute manière, on va leur donner ça et ils nous embêteront pas plus. C'est plus sur le côté, je dirais, inégalitaire. Et non pas parce que, comme je vous le disais, oui, parce mon collègue qui n'a cotisé que 10 ans, je reprends cet exemple. Ouais. Pour moi, le minimum vieillesse devrait être à plus de 1 000 €, parce que comme vous le disiez précédemment, les charges obligatoires de loyer, etc., d'énergie et tout, aujourd'hui sont incompressibles, sont de plus en plus élevés, alors que dans les années 60, 70, 80, la part du loyer et de ses charges n'arrivait même pas à 50%, voire même plus bas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus haut. Mais, et Marc, vous avez combien de retraite par mois alors ? Je vais avoir 900 € de retraite par mois. 900 €, alors que vous avez été à 3 000 €. Voilà, en partiel, parce que je ne vais pas continuer à travailler. Je ne sais pas si mon corps, je dirais... Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge sans indiscrétion ? 63 ans. 63 ans. J'ai, comme beaucoup de gens de ma génération, un petit peu de diabète, mais globalement pas dramatique. De la polyarthrite, mais je me soigne. Mais bon, voilà. Mais si vous voulez, voilà, à un moment donné... Oui, c'est vrai. Non mais Marc, j'ai pas travaillé au fond de la mine non plus, mais... voilà, on comprend bien. En fait, le problème que vous évoquez, c'est vrai, c'est ce sentiment qui restera pas grand-chose avec ces retraites qui sont préservées, mais qui sont assez faibles, quoi. Alors que il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup cotisé, qui a 850 €, ce que dit Marc, et lui, il sera à 900, quoi. Denis Oliven. En prenant en compte aussi la vieillesse avec le risque de maladie. C'est système de redistribution, et puis le danger est 63 ans. Demain, ce sera peut-être beaucoup plus longtemps. Denis Oliven. Ça, dans tous les régimes du monde, même les mieux... les mieux conçus. En Suède, au Danemark et ailleurs, il y a quand même un rapport entre la durée de cotisation d'une part, le niveau de rémunération de votre carrière et vos pensions. Simplement, après, il y a des bonifications pour les carrières longues, où il y a bien sûr des minimums. Donc, mais le sujet français... c'est l'extraordinaire diversité des situations, parce que Marc reçoit 900 €, mais il est possible que quelqu'un qui a cotisé à peu près de la même manière, ou enfin dont les salaires étaient à peu près les mêmes sur la durée de vie, reçoive une pension supérieure. C'est pas juste. Donc là, ce qu'on va faire là, le projet de réforme des retraites, je vais le dire autrement, je pense que ce qui serait intelligent de faire, et on a peut-être une chance d'y parvenir, c'est réunifier tout ça. C'est donner plus de flexibilité, permettre aux gens, pour ceux qui le souhaitent, de travailler plus longtemps, et pour ceux qui le souhaitent, de partir plus tôt, en calculant eux-mêmes combien ils vont recevoir. Et puis d'autre part, de faire tout ça, non pas en 15 jours, mais en prenant le temps qu'il faut pour réformer, pour ne pas léser les gens qui sont rentrés dans un système de retraite avec un certain contrat, qui se retrouveraient à la fin avec un autre contrat. Mais en tout cas, le point qu'on ne touche pas en France... on ne touche pas le montant des pensions. D'un mot, Fawzi Lelouch, sur... Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. La chose qui serait intéressante, c'est ce que nous avions proposé. C'était un minimum, au moins pour les retraités, qui est au moins du SMIC. Parce que comment on peut vivre aujourd'hui ? Bon, moi, je le fais actuellement mais moi, je suis encore assez jeune. Et quelqu'un de 63 ans, dans la force d'avoir pris de l'âge et puis des risques qu'il peut y avoir de santé et tout, vivre avec 900 €, en ayant vécu avec 3 000 €, le train de vie, c'est plus le même. On sait très bien qu'on aménage notre parcours de vie avec ce qu'on gagne. Et quand vous redescendez à 900 €, ça fait la chute libre. Et après, on peut comprendre qu'il y a des difficultés. Comment cet homme-là, s'il tombe malade, il va pouvoir se soigner s'il n'a pas la possibilité d'avoir une bonne mutuelle ou mis de l'argent de côté. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, il nous reste 2 minutes, Denis Oliven. On a l'impression que vous avez un peu la nostalgie quand même des années 60-70 dans votre livre. Vous dites aussi, avec votre famille, on a réussi à s'intégrer, parce que vous êtes un fils d'immigrés, donc qui a fui l'Allemagne en 1938, et vous avez réussi. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être en panne aussi, quoi. Moi, j'ai un amour religieux pour la France, parce que tout simplement, si la France n'avait pas été là, je ne serais pas là. Ma famille a été sauvée. Toutes les portes du monde se fermaient devant ceux qui étaient persécutés par les nazis. Les portes de la France se sont ouvertes.
Et pendant l'occupation, en plus, des Français nous ont aidés. Donc moi, mon père adorait la France, il a transmis à ses enfants et je le transmettrai à mes enfants. Donc je n'ai pas la nostalgie de la France des années 70. J'ai envie que ce pays retrouve le niveau de bonheur, de joie de vivre qui était le sien, et ça me paraît possible. Et il y a un point sur lequel j'ai la nostalgie. C'est notre République, nos valeurs républicaines. Parce que parmi les éléments du modèle français, il y avait l'idée qu'on allait être tous réunis sous le grand chapiteau de notre identité culturelle commune. L'unicité, et maintenant, on voit le partage et la solidarité. Il manque ça dans ce pays. Et après-guerre, il y était. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir. Vous expliquez dans votre livre, et on en parlait avec Fawzi tout à l'heure, que pour une bonne intégration, votre papa vous a donné aux enfants, en tout cas, des noms français. Et Fawzi vient de nous dire que sur sa carte d'identité, c'est Pascal, et qu'en fait, il utilise Fawzi. Comme quoi, est-ce que c'est important ? Non, ce qui est important, mon père, il n'était pas question qu'on ait des prénoms qui ne soient pas français. Et il nous a donné des prénoms il a appelé mon frère aîné François, comme français. Et on a fait la même chose avec nos enfants. Moi, j'adorerais qu'on maintienne cette idée en France. Mais je n'ai pas du tout la vision négative, la querelle des prénoms qu'on a vue. Je pense qu'on peut être un très bon Français en ayant un prénom qui vous rattache à vos origines. Et je crois surtout que ça n'est pas par la schlag qu'on dira aux gens « intégrez-vous, assimilez-vous ». C'est si on retrouve du bonheur de vivre ensemble, si on a une dynamique économique plus favorable, si on a un modèle social plus égal, plus juste, là, ça deviendra naturel. Le repli sur les communautés, les minorités, je trouve qu'on peut parfaitement cultiver son amour pour sa région, pour ses origines, tout en étant un très bon Français bien intégré. C'est un problème d'implication. Il faut impliquer toutes les personnes qui vivent dans ce pays et leur donner à chacun la possibilité de pouvoir le faire. Merci Fawzi Lelouch, gilet de la jaune de la première heure. Donc Denis Oliven, le délicieux malheur français aux éditions. On a débordé là. Je sais, mais c'est important. Concernant le RIC et sur la communication qui n'est pas faite dans les médias. Par rapport à ce qu'il y a eu du grand débat sur le référendum d'initiative partagée. Je pense qu'il y a un manque de communication des médias et je pense qu'il serait intéressant qu'aujourd'hui ils emboîtent le pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment accéder, comment voter pour cette pétition, pour ce référendum. Ah oui, ça c'est vrai, sur ADP notamment. Sur ADP, c'est justement sur contre la privatisation. On allait passer là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Patrick, à demain. Dans un instant, c'est Valérie Expert. 14%. Donc les Français ont raison de se plaindre quand même. Allez, à demain Patrick. À demain. Ciao, ciao. Salut.